On entend dire, ça et là, que donner la création monétaire aux États et aux peuples, ce serait vieillot, dépassé, rustique. Ce serait même dangereux. On nous dit qu'on est rentré dans la modernité des marchés, qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Par exemple, la Banque de France nous dit dans un communiqué du 23 janvier 2019, après la polémique sur la loi Pompidou-Giscard de 1973, l'expérience unanime montre que là où il n'y a pas une très stricte limitation des avances de la Banque de France au Trésor public, il y a un risque d'inflation élevé. Cette interdiction est donc liée à la sagesse de la politique monétaire et à la prévention d'une inflation trop élevée qui pénaliserait le pouvoir d'achat. Et de citer l'Allemagne des années 20 et le Zimbabwe. Tant qu'à faire, on aurait pu rajouter le Venezuela, hein. Tout ça, c'est de la com. Les marchés financiers ne savent pas mieux se servir de la création monétaire. Ça se saurait sinon. En réalité, ils nous intimident pour nous faire croire que c'est un boulot de spécialiste et que les peuples ne pourraient pas comprendre, qu'ils ne sauraient pas utiliser l'outil. C'est faux. Et en plus, je vois pas comment on pourrait faire pire que les marchés financiers, sont tellement nuls. La gestion de la monnaie depuis 40 ans est catastrophique. On est au bord d'un nouveau krach financier et en retard sur beaucoup d'investissements d'avenir. La vérité, c'est que ce sont les marchés financiers et les gouvernements complices qui ont fait fonctionner la planche à billets depuis des décennies. Pas pour le peuple, mais pour cacher, dissimuler, maquiller le désastre qu'ils ont causé dans l'économie réelle. La monnaie, et donc la dette, a servi à cacher la destruction de l'industrie depuis la fin des accords de Bretton Woods en 1971 et a servi la spéculation plutôt que l'investissement. C'est le seul scandale relatif à la monnaie qui existe. Il n'y en a pas d'autres. Normalement, quand une société compte 5 millions de chômeurs, on a le droit de se dire que les forces productives sont sous-employées. Donc il faudrait injecter plus de monnaie pour mettre les gens au travail. Pourquoi c'est pas fait? Parce qu'on préfère utiliser la monnaie pour renflouer les spéculateurs. La Banque Centrale Européenne vient d'annoncer qu'elle va prolonger son programme de rachat d'actifs jusqu'en 2020, soi-disant pour aider les banques à financer l'économie. Vous croyez vraiment qu'elles vont faire ça? Non. La monnaie est prise en otage par les marchés financiers et c'est un outil de chantage sur les peuples. Si l'État contrôlait la création monétaire, il n'aurait pas besoin de rassurer les marchés pour pouvoir investir et embaucher les chômeurs. Il serait souverain. Et si le peuple contrôlait réellement l'État, alors il pourrait définir son avenir. Ok, ça paraît simple dit comme ça, et ça paraît un peu foufou. Mais il y a une façon de le mettre en place. C'est pas une utopie. C'est un principe universel de gouvernement d'un peuple par lui-même et pour lui-même. La France a été un champ de bataille pour cette idée depuis des siècles. Le problème, c'est que les Français ne connaissent pas vraiment leur histoire. Alors ils pensent qu'il n'y a pas d'alternative au système actuel, qu'on ne peut rien faire. Ou bien ils pensent que le monde a changé, qu'on ne peut plus appliquer les vieilles recettes du passé, même si ça a marché. Personne n'a parlé de refaire exactement les mêmes choses. Mais si on est dans une impasse, il faut bien se demander comment on y est arrivé, non? Je crois que le moment est venu de se réapproprier notre histoire, pour entrer dans l'avenir. Alors installez-vous confortablement, j'ai pas mal de choses à vous raconter. La dernière fois qu'on a financé des grands projets d'intérêt général qui ont profité aux générations futures, c'était pendant les 30 Glorieuses, de 1945 à 1975. Ça nous rajeunit pas! Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien dépensé depuis, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais simplement l'effort qui a été mis dans la reconstruction du pays et surtout sa modernisation, j'insiste, parce qu'on oublie souvent cette partie-là, cet effort de modernisation a été colossal par rapport aux moyens disponibles à l'époque. Et relativement parlant, cet effort était bien plus important qu'aujourd'hui. Surtout, cela a permis de créer un tissu industriel, une plateforme productive sur laquelle on a pu bâtir notre prospérité, notre modèle social et notre savoir-faire dans tout un tas de domaines. La médecine, la construction, l'automobile, le TGV, les télécoms, le nucléaire, le spatial, la robotique, les lasers, j'en passe et des meilleurs. On est donc très riche grâce au travail quasi surhumain des générations précédentes. Et il faut leur rendre hommage pour ça. Cela dit, aujourd'hui, vous l'avez peut-être remarqué, notre modèle productif est un peu en recherche d'un second souffle. Et l'effort de mutation, de transformation de ce modèle va nécessiter des investissements colossaux. Il faut une nouvelle plateforme productive pour le XXIe siècle,
avec de nouveaux types d'industries, d'infrastructures, de ressources. Il faut rebâtir notre système de santé, notre système éducatif, notre recherche publique. Le chantier est énorme. Mais le système financier actuel n'est pas taillé pour financer cette mutation. Il est trop endetté, à cause justement du retard pris dans les investissements productifs qui fait qu'on ne crée pas assez de richesses physiques et humaines pour rembourser les dettes. La seule option pour ce système, c'est une mise en redressement judiciaire et un remplacement, comme Lyndon LaRouche, l'économiste américain, l'avait proposé dès 2008 et repris par Jacques Cheminade en France. Mais la grosse question que tout le monde se pose, c'est par quoi on le remplace alors ce système? Parce que bon, je veux bien critiquer, mais ça avance pas beaucoup. Eh bien pour y répondre, il faut d'abord se replonger dans les 30 Glorieuses pour voir qu'est-ce qui a fonctionné et pourquoi. Moi je sais. Ouais, c'est facile. En fait, la guerre avait tout détruit et il a fallu reconstruire. Et bah c'est juste ça, les 30 Glorieuses. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. À moins qu'on fasse une nouvelle guerre. Bon alors ça, faut vraiment se le retirer de la tête. Les 30 Glorieuses n'ont pas été simplement le fait de la reconstruction. C'était un choix de la modernisation du pays. C'est pourtant évident quand on y pense. On n'a pas fait que rebâtir des choses qui existaient déjà avant-guerre. Vous croyez qu'avant-guerre, tout le monde avait le gaz et le téléphone chez lui? Non. Alors l'argument « c'est grâce à la guerre et à la destruction », ça tient pas 2 minutes. Polémique terminée. Ok, je disais ça, je disais rien moi. La vérité historique et documentée, c'est que les 30 Glorieuses ont été le fait d'un choix politique, porté par des gens qui avaient une volonté politique et grâce à un système financier bien particulier, orienté selon des considérations politiques et aussi un peu morales. Désolé d'être un peu rabat-joie, mais les marchés financiers n'ont pas décidé du sort du pays à ce moment-là. D'ailleurs, l'État n'était pas obligé de s'endetter auprès des marchés financiers, et même l'État arrivait à payer sa dette sans détruire les services publics. Incroyable! C'est vraiment incroyable! Mais cette période est assez peu connue, bizarrement, ce qui peut expliquer pourquoi la majeure partie des Français sont pessimistes sur l'avenir. Heureusement, vous allez bientôt en savoir beaucoup plus sur la question. L'effort de modernisation du pays n'a pu se faire qu'avec le contrôle par l'État de la création monétaire. Ce n'était pas un contrôle tyrannique, loin de là, mais quand même ferme et déterminé. L'objectif poursuivi était clairement établi, le plein emploi et la dignité. Et il ne fallait pas trahir la volonté du peuple français. Ce système de crédit dirigé a été très bien décrit par Benjamin Lemoine, un chercheur en sociologie, plutôt de gauche, dont je recommande fortement la lecture du livre « L'ordre de la dette ». C'est un placement de produit ça ou pas? Mais il y a aussi les thèses de son alter ego, plutôt de droite, Laure Quenuel-Corre, dont je recommande aussi la lecture, puisque ça permet de mieux comprendre l'autre côté, celui de l'oligarchie financière. Ce qui est intéressant avec Benjamin Lemoine, c'est qu'il est sociologue, et il montre que le financement de l'économie, c'est avant tout une bataille d'idées, et pas seulement une question technique. Ce qui est très important à comprendre si on veut sortir un peu du catéchisme libéral actuel. Ne l'écoutez pas! Revenez vers la lumière des marchés, vers la Sainte City, et détournez-vous de la politique, qui est l'incarnation de Satan sur Terre. Et lisez Laure Quenuel-Corre aussi, c'est sympa. Donc, au commencement des 30 Glorieuses, il y a le verbe. Pardon, il y a la nationalisation de la Banque de France. C'est pas mal non plus. En décembre 1945, l'État rachète les parts des actionnaires de la Banque nationale et devient l'unique actionnaire. On n'a pas exproprié les gars, quoi. C'est sympa. Il faut bien comprendre que cette nationalisation de la Banque de France est une victoire historique. C'est la première fois depuis toujours que la banque passe sous contrôle de l'État et des représentants du peuple. Les Français ont attendu des siècles pour ça. On va y revenir. Dans le même temps, on établit le Conseil national du crédit pour élaborer la politique monétaire et coordonner l'orientation du crédit dans l'économie. L'autre pilier du système, c'est la nationalisation des 4 plus grandes banques commerciales. La Société Générale, le Crédit Lyonnais, le Comptoir national d'escompte de Paris et la Banque nationale pour le commerce et l'industrie, qui représentent environ la moitié de l'épargne disponible. Donc c'est quand même une grosse force de frappe. L'État peut aussi compter sur des établissements spécialisés, comme le Crédit National, qui est semi-public,
et la Caisse des dépôts et consignations, qui est là pour financer les collectivités locales et le logement. Pour réguler le tout, on va séparer les banques d'affaires et les banques de dépôt. Mais vraiment, hein, pas à la socialiste. Et on définit une troisième catégorie de banques de crédit à moyen et long terme pour tous les projets au-delà de 3 ans. Mais le cœur du dispositif, c'est le Trésor public. C'est le bras financier de l'État. Il n'est pas juste là pour collecter les impôts, il est là pour financer directement l'économie comme un banquier. Une intervention décisive qui n'aura pas que des admirateurs. C'est le haut fonctionnaire François Bloch-Lenné, un résistant pendant la guerre et qui sera directeur du Trésor de 1947 à 1952, qui représente le mieux cette nouvelle volonté de l'État de favoriser l'expansion économique et le plein emploi plutôt que la lutte sans relâche contre l'inflation. Bloch-Lenné part du principe suivant. Ce sont la déflation, le dogme de l'équilibre budgétaire, le malthusianisme industriel et la non-intervention de l'État dans l'économie qui sont les causes de la faillite de l'entre-deux-guerres. C'est plutôt clair. Alors pour planifier cette expansion économique et coordonner les forces productives, on va créer le commissariat au plan, qui est chargé d'identifier les secteurs stratégiques à développer et les infrastructures à bâtir en priorité. Ce sont les yeux du pays qui regardent en permanence l'horizon économique. Sans cette vision, la modernisation du pays aurait été tout simplement impossible. Si on prend cet ensemble d'institutions, on a schématiquement ce qu'on appelle le système de crédit dirigé des 30 Glorieuses. Système qui permit à l'État de maîtriser la monnaie pour l'intérêt général. Ça a de la gueule, non? Mais attention, dit comme ça, je donne l'impression que ces institutions formaient un bloc uni où tout le monde s'entendait à merveille, riait, dansait, chantait ensemble. Non, pas vraiment. En fait, c'était plutôt du genre querelle intestine à tous les étages. Les hauts fonctionnaires des différents pôles n'étaient pas toujours d'accord sur la politique à suivre. Sur l'objectif général, oui, mais sur les moyens d'y parvenir, pas toujours. Par exemple, ceux de la Banque de France, même si celle-ci était nationalisée, gardaient une certaine velléité d'indépendance et rechignaient à cautionner certaines actions qui pourraient aggraver par exemple l'inflation. Eux, je les aime bien. Au sein du Trésor, même si l'enthousiasme pour l'expansion économique est fort, les avis ont commencé à diverger dès la fin des années 50. Toujours sur la question de l'inflation. Bien, bien! Bloch-Lenné lui-même, en tant qu'inspecteur des finances, était tiraillé entre le progrès du pays et la tradition de son institution. Entre la menace du sous-développement économique et celle d'une trop forte émission de monnaie, j'ai toujours préféré le second péril. Certains se fondaient pieusement sur une religion que nous avons, en effet, offensée par des péchés objectivement condamnables tels que l'inflation. Mais sous le masque d'une théologie monétaire irréprochable, ils exprimaient des déplaisirs plus qu'ils n'exhalaient des vertus. Qu'on ne croit pas que nous avions, mes camarades et moi, le cœur léger. Mais tant qu'à recourir à un financement hétérodoxe, il était bon de l'appliquer aux dépenses les plus productives de richesse. On voit bien qu'en interne, c'est une bataille de tous les instants pour faire décoller le pays. Et cette question de l'inflation corrélée à la création monétaire revenait sans cesse dans les débats. Sans cesse, sans cesse. Inflation. 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 Ok, mais comment ça marchait au final ce système de crédit dirigé? Et en quoi ça faisait intervenir la création monétaire? Vous allez voir, c'est passionnant. Mais prenez des notes pendant que je parle, parce que vous pourriez peut-être en avoir besoin bientôt de ce système. On va rentrer dans le détail, mais pour commencer, il faut savoir qu'au sortir de la guerre mondiale, l'épargne des Français est assez faible, parce que tout le monde utilise son argent pour reconstruire sa maison, se chauffer, se nourrir, vivre, quoi. Donc les banques ne peuvent pas s'engager seules à faire du crédit à l'économie. Elles n'ont pas assez de garanties. Qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien, on va pallier à ce manque par la création monétaire. Grâce à la Banque de France, on va distribuer cette monnaie sous forme de crédit remboursable, j'insiste, soit au Trésor public, soit aux différentes banques du pays. Cette monnaie va être progressivement détruite avec les remboursements des crédits et pendant ce temps, de la nouvelle monnaie sera émise.
La masse monétaire augmente alors pour accompagner l'expansion économique, caractérisée par la hausse du PIB. La Banque de France est alors autorisée à faire ce qu'on considère aujourd'hui comme hérétique, à savoir faire des avances et des prêts au trésor public à des taux relativement faibles et en créant de la monnaie directe, comme ça. Cette création monétaire, orientée directement vers l'État, constituait un outil indispensable pour développer les secteurs prioritaires de l'économie, indépendamment de l'humeur des banques. Elle a représenté entre 15 et 20% de l'endettement total de l'État dans cette période, ce qui est somme toute raisonnable. Attends, mais là on crée juste de l'argent et ça marche? C'est aussi simple que ça? Ouais, alors, il y a quand même une condition à cette création monétaire. La monnaie créée par la Banque de France, qui normalement n'a aucune valeur en elle-même, doit être sous-tendue par des projets productifs, des ponts, des routes, des chemins de fer, des mines, des usines, qui permettent de générer une richesse réelle, donnant ainsi une valeur à la monnaie créée au départ à partir de rien. La création monétaire doit être en proportion des richesses attendues dans l'avenir par la production rendue possible par la création de la monnaie, ce qui était globalement le cas dans les 30 Glorieuses. Et surtout, l'État doit prévoir une façon d'éteindre cette monnaie au fur et à mesure, c'est-à-dire de prélever les surplus de monnaie par une politique fiscale, une politique d'impôt, et de sortir cette monnaie progressivement du circuit, ce qui sert d'ailleurs à maîtriser l'inflation. Mais l'État n'était pas le seul bénéficiaire de la Banque de France. Les banques commerciales aussi avaient droit à leur régime spécial. Petite vénarde. Pour elles, on a instauré le système des crédits à moyen terme mobilisables. Si un entrepreneur avait besoin d'un crédit pour une activité nouvelle, et que cette activité rentrait dans le cadre des priorités fixées par le Conseil national du crédit et le commissariat au plan, alors la banque pouvait créer de l'argent pour l'entrepreneur, puis aller déposer la reconnaissance de dette à la Banque de France, qui créait à son tour de la monnaie pour rembourser la banque. C'est ce qu'on appelait de façon barbare le réescompte, et qui correspond aujourd'hui peu ou prou au refinancement. Ce système de crédit mobilisable était une façon pour l'État de donner un peu de liberté aux banques privées, tout en contrôlant l'utilisation du crédit par l'attribution de critères. Des critères imposés aux privés. On croit rêver. EDF, Renault, les charbonnages de France, la métallurgie, la chimie lourde, le raffinage du pétrole, les forges, les aciéries ont tous bénéficié des crédits à moyen terme mobilisables. Toute l'industrie française a été bâtie grâce à la création monétaire. Qui l'eût cru? Troisième système de financement de l'économie, un des plus importants, c'était le fameux circuit du trésor. Fameux? Moi je connais pas du tout ce truc. C'est normal, l'oligarchie a tout fait pour que vous oubliez même son existence. Parce que ça correspond pas à son dogme du laisser-faire. Et vous allez voir, c'est très intéressant. En gros, le circuit du trésor, c'est une façon pour l'État de ramener à lui les liquidités du système pour financer la politique d'expansion économique. Écoutons Bloch-Lenné nous l'expliquer. L'art de la trésorerie consiste à tenter de capter sur les marchés de capitaux, afin d'en assurer le retour vers ses caisses, les liquidités mises en circulation par le déficit budgétaire. En clair, l'État dépense en creusant son déficit et en ayant recours aux avances de la Banque de France, et l'argent revient à lui par différentes voies dans un circuit bouclé. Ce qui permet au passage d'éviter le trop-plein de liquidités et donc l'inflation. En théorie, bien sûr. Il y a en fait deux circuits dans le circuit. Le premier, mis en place en 1947, c'est le réseau des correspondants du Trésor. Ce sont les collectivités, les établissements publics, la Poste, la Caisse des dépôts et d'autres, qui ont l'obligation de déposer leurs excédents de trésorerie et l'épargne qu'ils collectent sur un compte spécial au Trésor public. Et le Trésor peut utiliser cet argent en l'empruntant pour ses dépenses. Et le taux d'intérêt est fixé par le Trésor lui-même. Plutôt pratique. Ces correspondants fournissent à l'État une manne financière plutôt importante et directement disponible, ce qui fait que l'État se finance sans lever le petit doigt. À tel point qu'en 1955, le Trésor recueille de ses correspondants plus de capitaux et distribue plus de crédits que tout le système bancaire. Je peux vous dire que certains ont grincé des dents.
Le deuxième aspect du circuit, mis en place en 1948, consiste à obliger les banques privées et publiques à acheter des bons du Trésor, à prêter à l'État, à un taux d'intérêt fixé par l'État, une certaine proportion de leurs dépôts liquides ne pouvant pas descendre en dessous d'un certain plancher. En gros, c'est un emprunt forcé qui permet à l'État de faire revenir à lui les liquidités monétaires, c'est-à-dire en assurer la régulation. Au départ, le plancher était fixé à 95%, donc les banques étaient contraintes de fournir beaucoup de liquidités. Mais ce plancher a diminué progressivement à partir de 1956, sous la pression libérale, pour finalement être annulé en 1967. On parle là quand même d'un État qui oblige les banques à lui prêter à des conditions avantageuses pour l'État. On est mais alors très loin du système actuel d'endettement sur les marchés. Ça s'appelle d'ailleurs la dette hors marché. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alors ce n'est pas de la création monétaire au sens strict, puisqu'on ne fait que collecter de l'épargne liquide. Mais certains hauts fonctionnaires considèrent comme tel, car ils pensent que l'intervention de l'État perturbe les prix du marché et donc que c'est de la création monétaire déguisée, vous voyez, un peu conspi quoi. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec tout ça, on a un système pas mal public, pas mal centralisé, mais qui laisse une marge de manœuvre au secteur privé. C'est pas l'Union soviétique non plus. Mais c'est un système qui est capable de canaliser l'épargne et la création monétaire vers l'économie productive, avec des résultats plutôt bons que vous pouvez aller étudier en détail dans l'excellentissime livre de l'économiste français Jean Fourastier, intitulé Les 30 Glorieuses. En fait, c'est lui qui a inventé le terme. Sinon, on a épluché les rapports du Conseil national du crédit avec mon collègue Jean, et on peut vous montrer les chiffres précis de ce système de crédit dirigé. Si on prend les avances de la Banque de France au Trésor public, on voit que les montants, convertis en nouveaux francs courants, ont été plutôt stables au cours des années. Mais comme le PIB a fortement augmenté, la part des avances dans le PIB a diminué, passant de 8% du PIB en 1949 à 3% en 1960, puis moins de 1% dans les années 70. Cela montre bien l'importance relative de ces avances. Imaginez même 3% du PIB actuel, ça fait 70 milliards. On peut en faire des choses avec ça, non? Quant à la corrélation avec l'inflation, elle n'est pas toujours évidente. D'autres paramètres sont manifestement en jeu. Si on prend les crédits mobilisables, réescomptés par la Banque de France, donc de la création monétaire, on voit qu'ils ont représenté une part importante du crédit pendant pas mal d'années. Leur part a atteint 7% du PIB et plus de 30% du total des crédits de court et moyen terme dans les années 50. On trouve également une rubrique prêts à moyen et long terme non mobilisables du Trésor, sûrement liée au circuit des correspondants, qui a représenté tout de même jusqu'à 10% du PIB prêté à l'économie. Les organismes spécialisés du type Crédit National et Caisse des dépôts ont aussi fait leur part, avant que les banques ne soient assez solides pour développer leur propre offre de crédit à long terme dans les années 70. Du côté des bons du Trésor, pour les dépenses d'investissement de l'État, les planchers ont joué un rôle certain jusqu'en 1956, mais après c'est plus mitigé. Les bons du Trésor ont représenté environ 3-4% du PIB jusqu'en 1965, ce qui est une contribution honorable. Pour résumer, si on additionne l'ensemble des interventions de la Banque de France et du Trésor dans l'économie, on arrive à une part de 15-20% du PIB entre 1946 et 1963, et encore de 10% au début des années 70. J'appelle pas ça se tourner les pouces en regardant faire le marché libre. En tout cas, voilà un exemple concret de comment l'État peut avoir un rôle moteur dans l'expansion économique. Il ne fait pas tout le boulot, mais il permet de constituer une base productive sur laquelle les acteurs privés peuvent bâtir. Et le crédit bancaire est régulé selon un plan économique et pas seulement des critères de rentabilité financière. C'est un système qui vous paraît un peu rustique, un peu dépassé, un peu répressif. C'est un véritable enfer, oui. Avoir tout le temps l'État sur le dos, ça m'étonne pas qu'on ait mis fin à ce système, tiens. J'avoue, ça fait un peu peur ce système. C'est pas mal centralisé.
Mais bon, ça a bien marché en même temps. Oui, on pourrait discuter de la dose de liberté qu'il aurait fallu introduire, mais dans l'ensemble, ce système correspondait à la volonté des Français d'en finir avec la fatalité et d'introduire des conceptions morales dans l'économie. C'est pour ça qu'ils acceptaient un certain pilotage de l'État. Les libéraux disent que c'est une parenthèse historique, rendue nécessaire uniquement pour la reconstruction, mais que bon, maintenant, ça va, les marchés peuvent faire le boulot. Eh ben, je suis pas d'accord. Ce principe de crédit dirigé n'est pas une parenthèse refermée, ou un coup d'un soir. C'est un principe universel de gouvernement, valable en tout temps et en tout lieu. C'est un principe de coordination de la production et de répartition des efforts à travers les générations. C'est un droit universel de l'homme. Et le peuple français s'est battu depuis bien longtemps pour ce droit. Le fait qu'on n'ait plus le contrôle de la monnaie n'est pas une évolution normale de la vie. C'est un vol caractérisé, un vol historique. L'idée d'avoir une banque nationale, une banque du peuple, ayant pouvoir de créer la monnaie pour développer la nation, remonte au moins à la Révolution française. Avec les assignats, le peuple s'est essayé à une pratique qui lui avait été longtemps interdite, financer par lui-même son avenir. Jaurès disait que les assignats étaient un crédit direct de la nation à la nation. Mais en pleine guerre révolutionnaire, la tentative a très rapidement échoué. Napoléon reprend l'idée en 1800 en créant par décret la Banque de France. Mais cette banque n'a de France que le nom, car en fait c'est une banque entièrement privée, avec un conseil d'administration privé et des actionnaires privés. Même Napoléon, au bout d'un moment, s'en offusque, car la banque ne finance pas assez les guerres de monsieur. Alors en 1806, il décrète que le conseil de la Banque de France sera dirigé par un gouverneur et 2 sous-gouverneurs nommés par l'empereur. Mais on reste avec des actionnaires privés et une direction générale corrompue qui privilégie les intérêts des riches bourgeois. En 1848, la Banque de France obtient le privilège de l'émission de monnaie dans toute la France, droit qu'elle partageait avant avec d'autres banques privées. La politique monétaire menée pendant ce 19e siècle est marquée par un clientélisme bourgeois très fort. Sur les 40 000 actionnaires de la banque, seuls les 200 plus importants siègent au conseil d'administration et sont issus des plus riches familles. Sous Napoléon III, comme sous la Troisième République, la situation économique n'est pas favorisée pour le plus grand nombre. La question sociale devient un sujet brûlant. C'est là que Jaurès entre en jeu. Dans un article de la Dépêche de 1892, intitulé « Crédit démocratique », il prend fait et cause pour la nationalisation pure et simple de la Banque de France. Nous sommes dans cette situation intolérable. Que la Banque dite de France, qui devrait affranchir le travail national de l'onéreuse tutelle des banquiers, appartient non à la France mais aux banquiers. Je crois que l'on sera réduit à ce dilemme. Ou bien laisser la banque aux actionnaires, ou bien faire décidément de la banque une banque d'État. Dès lors, de très vastes perspectives s'ouvriront devant la démocratie française. Car avec la banque ainsi transformée, la nation aura une puissance financière énorme, et elle pourra racheter tous les privilèges qui pèsent à l'heure actuelle sur le travail. Ce que la question du crédit a d'excellent pour la démocratie, c'est que tout en préparant l'émancipation des ouvriers, elle n'est pas seulement une question ouvrière. Elle intéresse aussi au plus haut degré les cultivateurs, les industriels, les commerçants moyens et petits. Quelle médiocrité d'intelligence, mesdames, dans cette haute bourgeoisie industrielle et commerciale. Elle ne s'aperçoit pas qu'en empêchant la démocratisation du crédit, elle ferme toutes les issues vers la justice pacifique. C'est dans le crédit national et démocratique qu'est la solution tranquille du problème social. On voit donc que la question est brûlante et qu'elle traîne depuis un siècle. Malheureusement, malgré tous les efforts de Jaurès, la Banque de France restera privée. En 1936, le Front populaire n'ira pas jusqu'à la nationalisation,
mais va seulement démocratiser le conseil de la banque en y plaçant des représentants des forces vives de la nation. C'est bien, mais les gros actionnaires privés ont toujours une influence. Et la pression vers la nationalisation est arrêtée par la guerre. Provisoirement, car rien ne peut arrêter une idée dont l'heure est venue. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les résistants élaborent leur plan pour une nationalisation. Georges Boris, conseiller de Pierre Mendès France et de Gaulle, en donne le principe. Si l'État ne contrôle pas la monnaie, c'est la monnaie qui contrôle l'État. C'est en dirigeant la monnaie, et non en se laissant diriger par elle, qu'un remède peut être apporté aux grands maux dont nous souffrons. Ces idées vont être intégrées dans le programme du Conseil national de la résistance en 1944. L'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Une organisation rationnelle de l'économie, assurant la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général. L'intensification de la production nationale, selon les lignes d'un plan arrêté par l'État, après consultation des représentants de tous les éléments de cette production. De Gaulle approuve totalement ce programme lorsqu'il dit en 1944 « Nous voulons donc la mise en commun de tout ce que nous possédons sur cette terre, et pour y réussir, il n'y a pas d'autre moyen que ce que l'on appelle l'économie dirigée. » Pour Pierre Mendès France, cette économie dirigée, avec un contrôle de l'État sur le crédit, répond à un principe d'organisation cohérent de la production. Chacun reconnaît aujourd'hui que l'État est responsable de l'évolution économique, qu'il lui appartient de lutter contre les crises et le sous-emploi, d'orienter, de stimuler et de coordonner les efforts en vue de l'expansion et du progrès commun. Personne ne peut plus défendre sincèrement le libéralisme du dernier siècle. Personne ne croit plus à la vieille formule « laissez faire, laissez passer ». L'action sur le crédit et sur les moyens de financement, en général, constitue la forme d'intervention la plus décisive sur le développement des entreprises productives, nationales ou privées. Cette action tend généralement vers deux objectifs. D'une part, élever le niveau de production, accroître la richesse générale. D'autre part, améliorer la distribution pour aboutir à une situation sociale plus juste. L'effort doit être mené simultanément sur les deux fronts. La planification démocratique exige que les citoyens, ou ceux qui les représentent, contribuent effectivement à l'élaboration, à l'exécution et au contrôle du plan. Pour relever leur niveau de culture économique et sociale, un immense effort est donc nécessaire. Plus que jamais, aujourd'hui, les hommes de progrès doivent préparer des programmes précis et détaillés, fondés à la fois sur des perspectives à long terme et sur les réalités présentes. La nationalisation de la Banque de France et la mise en place après-guerre du système de crédit dirigé, avec une planification économique, n'est donc pas une lubie défendue par quelques olibrius idéalistes. Ce sont les instruments irremplaçables d'un peuple pour définir son avenir, en accord avec l'intérêt général et les principes physiques et moraux de l'économie. C'est pour cela que le peuple français s'est battu depuis 1789. Et malheureusement, nous avons perdu cet instrument de notre émancipation. Comment ? C'est l'objet de ma conclusion. Quand on veut piquer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Quand on veut piquer la création monétaire au peuple, on l'accuse de provoquer l'inflation. L'inflation a toujours été un prétexte pour déposséder les peuples de leurs prérogatives souveraines. Sans aller dans les détails que je traiterai dans une autre vidéo, l'idée n'est pas de nier le risque d'une création monétaire mal maîtrisée et excessive. Mais il faut bien comprendre que ce n'est jamais facile de prévoir ce qu'on va pouvoir créer comme richesse réelle dans l'avenir. Cela nécessite une compréhension des principes physiques de la production, des principes du développement de l'esprit humain et une compréhension des émotions associées à la culture. C'est un effort de planification à plusieurs dimensions qui nécessite une délibération démocratique et une recherche de la vérité. Cet effort, beaucoup de libéraux ne veulent tout simplement pas le faire. Ils préfèrent pas se poser la question et laisser les marchés répondre à leur place. C'est plus commode. À l'époque des Trente Glorieuses, on entendait quelqu'un comme Wormser, qui était gouverneur de la Banque de France de 1969 à 1974, dire que
Le marché, en énonçant la réalité de la valeur et du prix des choses à travers le taux d'intérêt des emprunts, est le seul dispositif capable de faire advenir un régime de vérité. Ah bon? Et aujourd'hui, un libéral aigri comme Charles Gave nous dit, dans un communiqué du 4 février 2019, que ce n'est pas parce que la masse monétaire augmenterait tous les ans pour financer des dépenses improductives que la quantité de richesse augmenterait dans le pays, bien au contraire. Ah, bien sûr, les gens, eux, ils ne financeront que les dépenses productives, parce que eux, ils connaissent le futur, ce qui est une autre ânerie, puisque le futur est inconnaissable. le futur est inconnaissable. Quelle ânerie. C'est un aveu terrible pour lui. Il pense que c'est pas possible d'anticiper le futur, que les êtres humains doivent accepter leur sort comme il vient, et que les marchés, justement parce qu'ils sont aveugles, sont mieux équipés que nous. Mais alors, qu'est-ce qui nous distingue des animaux si nous n'avons plus la capacité d'anticiper le futur? Que nous reste-t-il? Pas grand-chose. Juste nos sensations de douleur, de plaisir, notre peur de la souffrance, notre envie de jouissance. C'est ça un être humain? Non. Ça, c'est le piège de l'oligarchie pour nous manipuler. L'être humain vaut mieux que ça. Et c'est pour ça que la question monétaire ne peut pas être une question purement technique. C'est une bataille pour reconquérir notre humanité. J'espère vous avoir convaincu qu'il n'était pas dans votre intérêt, ni celui de vos proches, de rester dans ce piège de l'oligarchie. Alors, quand est-ce qu'on reprend cette planche à billets? Inflation, 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 inflation.